forme, tout le monde est prêt. Très près du micro, comme ça. Bon, très bien. Donc, je déclare ouverte la séance de ce conseil municipal. Donc, le directeur des services, vous pouvez procéder à la porte. Jean-Michel Solé, C'est ça? Céline Pastor de la procuration à Jean-Michel Solé, Guy Minot, Présent. Clément Pinever, Jean-Michel Gascou, Sandrine Coussan, Olivier Cateil, Présent. Nicole Clara, Olivier Lacaze, Présent. Guillaume Zlavette, Il va arriver. Josette Monté, Gérard Petit, Présent. Isabelle Assensi, Eddie Vergel, Présent. Louise Serralongue, Denis Pi, Marie-Josée Graza, Jean-Louis Fleurisseau, Présent. Evelyne Canovas, Présente. Cédric Castella, Présent. Roger Rouille, Yvan. Emmanuel Fradet, Présente. Myriam Nogues, Présent. Jean-Charles Colomine, Isabelle Pleza, Marc Marty, Akshanda Freddy. Présente. Comme d'habitude. Merci. Donc, je propose, comme secrétaire de séance, Clémentine R. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, le premier point de l'ordre du jour, c'est le procès verbal de la séance du conseil municipal du 12 février 2019. Est-ce que j'ai des commentaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 2 de l'ordre du jour, c'est le compte administratif du budget de la commune. Donc il va y avoir 4 ou 5 budgets qui vont être présentés et mis au vote. Comme le compte administratif, je dois sortir à chaque fois, pour éviter de sortir 5 fois, je vous propose qu'on présente les budgets. À la fin de la présentation des budgets, je sortirai, vous voterez le compte administratif et après on votera les budgets. Est-ce que vous êtes d'accord comme ça? Comme on avait fait l'année dernière. Voilà. Donc, le point 2, c'est compte administratif 2018, budget de la commune. Donc, concernant ce compte administratif 2018, en fonctionnement, il s'élève en dépenses à 6 816 016,24 € et en recettes à 7 747 499 € provenant du résultat de l'exercice 2018, 7 468 988 € auquel on a rajouté le report 2017, ce qui fait un excédent sur la section de fonctionnement de 931 482,81 €. En investissement, nous avons en dépenses 3 320 260,39 € qui proviennent du résultat de l'exercice 2018, auquel on a rajouté le report 2017, ce qui fait un déficit en investissement de 328 604,54 €. Le compte de gestion établi par le percepteur est en parfaite concordance avec le compte administratif. Et concernant l'affectation du résultat 2018, compte tenu du solde des restes à réaliser, il est proposé d'affecter 636 704,54 € pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement et un report à nouveau à section de fonctionnement de 294 778,27 €. Ça, donc, ça concerne le budget de la commune. Concernant maintenant le budget annexe du camping municipal, nous avons en fonctionnement en dépenses 336 826,66 € et en recettes 458 953,43 € qui proviennent du résultat 2018, 407 078,91 € auquel on a rajouté le report 2017 de 51 874,52 €. En investissement en dépenses, nous avons 243 834,72 € qui correspondent à la somme du résultat 2018, 200 496,96 € auquel on a rajouté le report 2017 de 43 337,76 €, ce qui fait un déficit de 165 530,29 € à l'investissement. Le compte de gestion est en parfaite concordance avec le compte administratif. Et concernant l'affectation du résultat du budget annexe du camping, il est proposé d'affecter 122 126,77 € pour couvrir le besoin de financement à la section d'investissement et 0 € en report à nouveau à la section de fonctionnement. Maintenant, on passe au budget annexe du port de plaisance.
Concernant le compte administratif 2018, il s'élève en fonctionnement à 454 929,77 € et en recette à 570 721,40 € qui proviennent du résultat de l'exercice 2018, 548 508,15 €, auquel on rajoute le report 2017, 22 213,25 €, ce qui fait un excédent de 115 791,63 €. Concernant l'investissement en dépenses, nous avons 328 545,02 € et en recette, nous avons 294 235,48 € qui proviennent du résultat 2018, 135 841,15 €, auquel on rajoute le report 2017 de 158 394,33 €, ce qui nous fait un déficit pour la section d'investissement de 34 309,54 €. Le compte de gestion est en parfaite concordance avec le compte administratif. Et concernant l'affectation du résultat pour le budget annexe du port, il est proposé, compte tenu du solde des restes à réaliser de 2 400 € d'affecter 36 709,54 € pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement et 79 082,09 € en report à nouveau à la section de fonctionnement. Enfin, nous avons le budget annexe du lotissement à la Salette 3, puisque le conseil municipal avait adopté à l'unanimité lors de la séance du conseil municipal du 2 octobre 2018 la clôture de ce budget, mais il convient d'adopter le compte administratif et le compte de gestion. En fonctionnement, bien sûr, il n'y a que la section de fonctionnement, 11 859,18 € et le compte de gestion, bien sûr, est en parfaite concordance avec le compte administratif concernant le budget annexe du lotissement à la Salette 3. Donc, je vais quitter la séance. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte administratif? On les évoquera quand on parle du budget. Donc, on est très du micro. On est bien d'accord que le compte administratif représente la compatibilité de ce qui avait été voté par rapport à ce qui a été fait, et le compte de gestion représente en fait le boulot du percepteur, en fait la validation par le précepteur. Oui, c'est ça. On est d'accord. Donc, je vous laisse le faire à sortie, donc je vous propose de passer au vote. Donc, pour le compte administratif 2018, budget commune, qui est contre? Qui s'abstient? Je voudrais juste expliquer que comme j'ai voté contre le budget de la commune, je ne vois pas pourquoi je voterais pour. Voilà. Donc deux abstentions. Merci. Pour le compte de gestion 2018, budget commune, qui est contre? Qui s'abstient? C'est le boulot du percepteur, donc voilà. Donc, là, pour le point 4, affectation du résultat 2018, qui est contre? Qui s'abstient? Deux abstentions, merci. Pour le compte administratif 2018, budget annexe du camping municipal, qui est contre? Qui s'abstient? Compte de gestion 2018, budget annexe du camping municipal, qui est contre? Qui s'abstient? Affectation du résultat 2018, budget annexe du camping municipal, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Compte administratif 2018, budget annexe du port de plaisance, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Compte de gestion 2018, budget annexe du port de plaisance, qui est contre? Qui s'abstient? Affectation du résultat 2018, budget annexe du port de plaisance, qui est contre? Qui s'abstient? Compte administratif 2018, budget annexe du lotissement Salette 3, qui est contre?
Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. 5. 5 4 ou 5 Je n'ai vu que 4. 4 Compte de gestion 2018, budget annexe du lotissement, Salette 3. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Budget primitif, non, compte de gestion 2018, pardon. Budget annexe du lotissement Salette 3. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Fin du vote. Bon. Donc, le point 6. 13. Le point 13, c'est le compte de gestion budget primitif de la commune, fixation des taux d'imposition. Donc la section de fonctionnement, il est proposé un montant de 7 787 000 euros et en section d'investissement 5 millions d'euros. Également, il est proposé de ne pas augmenter la fiscalité locale, la taxe d'habitation est à 15,82%, le foncier bâti à 28,38% et le non bâti à 43,50%. Vous avez les annexes concernant le détail des chapitres et des articles. Est-ce qu'il y a des interventions? Sur les taux. Ou l'ensemble. C'est l'ensemble. Tu veux réagir sur quoi? J'arrive. C'est les taux et la totalité du budget communal. Le budget bâti sur les communes. Oui. Question sur la section d'investissement, les dépenses d'investissement. Le chapitre 204, subvention d'équipement versé, qui passait sur le compte administratif, je suis basé sur le compte administratif de l'année dernière, de 140 000 euros, et cette année, la proposition, c'est de 8 000 euros. Donc, vous devez avoir un... C'est parti sol. C'est la participation financière qu'on avait allouée à la société. Partie sol. Ah oui, d'accord. Autre question sur les 73... ligne chapitre 21, donc ligne 21-61, œuvres et objets d'art, les 73 400 €, je suppose que c'est la statue qui va arriver. Oui. C'est ça. C'est ça, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sur les états du personnel, Très vite, en décembre 2018, c'est pareil. Sur les états du personnel, donc en décembre 2018, on avait un effectif en service technique de 36. En 2019, on passe à 43. Et sur la prévision, donc, concernant les dépenses, la proposition pour l'année 2019 est stable par rapport au budget de l'année 2018. Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît. Ce sont les avancements de grade.
Non, si on commence. En 2018, on a un effectif, allez, on va parler d'effectif total, de 67 personnes. En 2019, sur le budget actuel, on passe à 74. Et en prévision, donc, sur la nouvelle proposition, c'est-à-dire détail des dépenses de rémunération pour 2019, on a un montant qui est stable par rapport à 2018. Parce que ce sont des postes, il y a des agents qui travaillent à temps partiel, à mi-temps. Ce sont des postes ouverts, ce ne sont pas des postes affectés. Agent titulaire. Ce sont des postes ouverts, mais pas attribués. Ce sont des postes. On n'a pas embauché 7 personnes de plus, si tu veux. C'est la Voilà, réponse que tu attendais. c'est ce que j'attendais, parce que je ne comprenais pas. Ce sont des postes. Ce sont des postes. Il y a un tableau d'effectifs avec des postes ouverts, mais qui ne sont pas embauchés. On n'a pas embauché 7 personnes en plus au service technique. Donc, pour l'année 2019, il y a 7 postes ouverts. Ils sont depuis longtemps. Les postes qui ne se sont pas Mais trouvés. pourquoi ils ne figurent pas en 2018, ces 7 postes? Parce que j'étais pas ouvert. Mais je pense, ça me retournait comme je pense qu'il y a eu des avancements de grade, des postes ont été ouverts sur des qualifications supérieures et les postes qui sont restés n'ont pas été fermés. C'est pour ça qu'il reste des postes ouverts, je suppose. On va le voir plus tard dans le conseil municipal. Il y a au tableau des effectifs des modifications parce qu'il y a des agents qui passent à de maîtrise. On ne ferme pas systématiquement le poste derrière. D'accord. Donc il reste des postes qui sont ouverts et d'autres qui sont. Donc c'est dû à des avancements, c'est ça? Oui, Ce sont des avancements. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de création de postes. Non. Et j'aurais bien voulu le faire parce que ça aurait été bien pour les jeunes de Bagnous, mais malheureusement les budgets sont et nous sommes déjà relativement bien pourvus en personnel. Je rappelle que sur la mandature, on n'a pas créé autant de postes qu'il s'en est créé parce que les postes n'étaient pas ouverts et parce qu'on a été en sureffectif. De mémoire, on doit être à 52-53% par rapport à le fonctionnement. Et la strasse nationale, deux communes de même importance, doit être à 47. Donc, je ne dis pas qu'on est un sureffectif, parce que je ne peux pas parler des personnels comme des objets, mais malheureusement, mais nous sommes bien pourvus en personnel, donc nous sommes davantage dans une démarche de ne pas renouveler certains postes, plutôt que d'embaucher des postes, en sachant que les budgets sont contraints. Et je rappelle que sur le budget de fonctionnement, on a perdu 400 000 € et que les postes sont sur le budget de fonctionnement. Donc ça nous incite à beaucoup de prudence et à ne pas embaucher. Est-ce que ces postes-là sont pris de temps en temps par des contractuels? De temps en temps, même. Pas de temps en temps. Ils sont pris par les contractuels, on ne remplace pas. Non, c'est plus compliqué que ça. Parce que quand on a un agent qui est malade, c'est le budget de la commune qui le paye. Donc on n'est pas le régime de sécurité sociale où quand un agent est malade, on encaisse de l'argent et on peut embaucher quelqu'un à la place. Quand un agent est malade, il reçoit son traitement et ce n'est que lorsqu'il est en longue maladie qu'il ne reçoit que moitié de traitement. Mais il est toujours affecté sur le budget de la commune. Donc à un moment, c'est quand les agents sont malades, c'est une compensation qui se fait par ses collègues de travail. En sachant que nous avons un taux d'absentéisme qui est relativement moyen par rapport aux communes. Mais donc, on n'a pas ça. Le seul moment où on se sert de contractuel, c'est beaucoup autour des écoles, parce qu'on a beaucoup de personnel féminin qui sont en mi-temps, etc., et on a beaucoup d'absentéisme dû à des maladies ou à des maladies surtout des enfants. Donc à ce moment-là, on recourt à des contractuels. Et après les contractuels pour l'été, mais ça vous le savez tous, les saisonniers qu'on embauche pendant la saison d'été. Il n'y a pas d'embauche qui a été faite, ni d'embauche cachée, ni d'embauche. Ne marche pas au micro, non? Vous entendez? Non. Je dis pour le secrétaire parce qu'après, elle diffuse des choses. Non, il est plus allumé. Si, ça y est. Est-ce que c'est clair ça? Oui, ça va.
Une question supplémentaire, parce que alors là, je ne comprends plus. Vous dites qu'au niveau de la section de fonctionnement des recettes, on a 400 000 € en moins. Or, dans le budget primitif, on voit que les propositions de dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale et même des compensations au titre des exonérations de taxes d'habitation sont en hausse. Non. Je vous ai dit, en gros, je n'ai pas les chiffres en tête au centime près. Quand nous sommes arrivés en 2014, on avait environ 1,2 million en DGF, dotation globale de fonctionnement. Et maintenant, on a 400 000 €. Voilà. Depuis cette période-là, depuis la période Hollande, depuis la période de l'ancien gouvernement, on a perdu 2 fois 400 000 € de DGF. Voilà. Oui, pour répondre, monsieur. Oui, bon, c'est bien que les taux n'augmentent pas. Bon, je dirais même que c'est presque normal. À partir du moment où on a un contexte au niveau national qui est plutôt malsain, avec un matraquage fiscal, et je pense qu'aussi au niveau des relations, enfin, disons des transferts, des transferts de compétences depuis la commune vers la communauté des communes et des mutualisations, il y a, je pense, une économie relativement conséquente qui va vers la commune. Donc, en plus, je pense aussi que les maires qui t'ont précédé ont maintenu, n'ont pas augmenté les taux, donc à mon avis, ce n'est pas des scoop. Et il y a même dans le département des maires qui ont baissé le foncier, l'a dit cette année. Donc voilà, c'est un exemple. On peut rentrer dans ce débat-là, mais je ne crois pas depuis 2014 de transfert supplémentaire à la communauté des communes. Je ne l'ai pas en tête. Rafraîchis-moi la mémoire si je me trompe, j'en vois pas. Depuis 2014, depuis que je suis là, j'en vois pas. Donc il y a eu le seul transfert qu'il y a eu, c'est la taxe GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques, qui a été financée par un impôt nouveau, qui est perçu par la communauté des communes. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation, donc c'est un transfert obligatoire. On n'a pas fait de transfert volontaire supplémentaire, et les seuls transferts qui sont obligatoires actuellement, c'est l'eau assainissement, qui sont déjà transférés depuis bien le lurette à la communauté des communes. Donc moi, mon propos n'est pas d'attaquer la communauté des communes, pas du tout, puisque je suis vice-président, donc j'en fais partie et je la défends aussi. Mais on n'a pas transféré de charges ni de compétences à la communauté des communes qui nous aurait permis, de mémoire, hein, peut-être je me trompe, d'alléger notre budget de fonctionnement. Je ne l'ai pas en tête. Et nous sommes obligés souvent, notamment en période estivale, de faire une deuxième collecte, par exemple, des cartons, qui n'est pas satisfaisante par rapport au salaire qu'elle est, alors qu'elle est déjà prise en compte par la communauté des communes. Donc je ne dis pas qu'on a une charge supplémentaire, c'est une volonté de la ville d'avoir cette ville propre et de ne pas avoir des cartons dans les rues de Vannes-sur-Mer. Mais je n'ai pas en mémoire depuis 2014. Après, le fait que moi je ne suis pas là pour parler de mes prédécesseurs, je ne parle jamais d'ailleurs. Ni en bien ni en mal, ils ont fait leur mandat, je fais le mien, et chacun en tirera les conséquences à un moment. Mais moi je trouve que c'est une fierté de ne pas avoir augmenté les impôts à Vannes-sur-Mer depuis 2014 et avant, mais c'est tout à l'honneur de mes prédécesseurs s'ils ne l'ont pas fait. Je rappelle qu'il y a des communes qui ne sont pas si loin que ça, qui font partie de la communauté des communes, qui augmentent de 0,2 points les impôts locaux chaque année. Ils ne l'ont pas fait cette année parce que je suppose que les périodes électorales sont propices à des annonces, mais ils ne s'inscrivent pas dans la durée. Et voilà, donc ça c'est une vérité. Et ce n'est pas des communes de ma sensibilité. Mais bon, peu importe. Mais je ne suis pas là pour montrer du doigt les uns et les autres. Moi je suis fier de ce budget, fier de voter les taux dans ces conditions, parce que nous avons fait beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements. Beaucoup. On peut me faire la liste si vous voulez, mais on a fait beaucoup d'investissements. À propos d'investissement, ligne 2183, matériel de bureau et matériel informatique. Les petits camarades qui étaient présents à la commission des finances, où j'ai malheureusement pas pu assister, ont indiqué qu'il y avait un matériel de vidéoprotection, donc de nouveau des caméras de surveillance,
combien et elles seront où? Non, pas combien elles seront. Nous, c'est un remplacement de matériel qui était défectueux. Donc, il n'y a pas de caméra de surveillance supplémentaire. Il y en a déjà pas mal. La ville est bien pourvue. Il y en a 16. Et c'est du matériel qui a été échangé. Il a fallu changer les écrans de contrôle, entre guillemets, les équipements en mairie. Et il a fallu dépoussiérer et remettre du matériel beaucoup plus performant dans le matériel de vidéoprotection que nous avons. Il y a 16 caméras de protection en Vaillon-sur-Mer. Moi, très franchement, il y en aurait 2 ou 3 de plus, ça ne me dérangerait pas. Mais on ne les a pas mis en compte. Après, le budget, on peut le reprendre point par point, mais il a été pris point par point lors de la réunion des finances et les questions ont été répondues. Mais on peut le faire, hein, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas, on est dans la clarté, il n'y a aucun souci là-dessus. Je voulais dire simplement que la DGF baisse dans toute la France, pour tout le monde. C'est un gouvernement, quel qu'il soit, qui a décidé ça, pour respecter les décisions respectées, mais que les subventions ou les apports venant du gouvernement, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils augmentent. Je pense particulièrement à la dotation rurale de solidarité. Sur le plan des classements des communautés de communes, nous sommes 446e. Et à 450e, on ne touche plus cette dotation rurale de solidarité. C'est vrai que la première année, on touche à 80%, la seconde année, on va toucher 70% peut-être, mais il ne faut pas s'attendre, quel que soit le gouvernement qui sera en place, il ne faut pas s'attendre à des augmentations de dotations et de subventions. C'est dans l'air du temps, et voilà, c'est comme ça. Oui, mais ça on le sait. On gère un peu de ça, et on perd nos investissements par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à faire sur le budget? Moi j'en ferai un. Moi je pense que c'est un bon budget, qui était un bon budget équilibré, sur lequel on a fait, depuis que nous sommes arrivés, on a fait des économies sur le fonctionnement, parce qu'on a été contraints, très franchement. Donc on a dû être beaucoup plus rigoureux sur notre fonctionnement. Je crois qu'on a gagné 3 ou 4 points en termes de fonctionnement. On a beaucoup investi. Je me suis permis de faire un compte des investissements de 2014 à maintenant. Non pas du montant d'investissement, mais du montant de subvention. Nous avons eu 7 600 000 euros, le port y compris, de subventions qui nous ont été accordées. Voilà. Donc, sur 5 ans, je pense que c'est un bon résultat. On sait que partout, et vous avez raison, M. Roux, les subventions sont à la baisse, et l'État... C'est global, hein, c'est global, et l'État certainement est plus regardant. Mais moi, je reste persuadé que lorsqu'on a des bons dossiers, lorsqu'on a une capacité de les porter et de les défendre, on arrive à obtenir des résultats. Voilà. Donc, on continue à travailler et on continue à avancer comme ça. Et je le répète, moi, je suis très fier et très heureux de ce budget, parce qu'il est équilibré, il est sain, il nous a permis de faire des investissements. On continuera à en faire dans cette année. On n'augmente pas nos taux. Voilà. Donc, je pense que c'est un bon budget. Est-ce qu'on pourra avoir un jour une comptabilité totale, y compris les frais, les travaux en régie de l'opération du fonds de mer? C'est une question récurrente. C'est une question récurrente que je vous fournirai, il n'y a aucun problème. Le front de mer, il a coûté 3 113 000 euros, 131,33 €, et nous avons eu 1 570 567,67 €, soit 50,45% de subvention sur le front de mer. Donc, c'est fini. Donc le front de mer, il a coûté pratiquement le prix de la rue des Oranges. Il a coûté 1,5 million dans la poche des Bagnolet. Le front de mer, il a été subventionné, largement subventionné. Je sais que ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Parce qu'on s'est débrouillé, parce que la région nous a accompagnés, et parce que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit le département, on pensait que c'était un projet structurant et que c'était nécessaire pour la ville. Ils n'ont pas subventionné pour mes beaux yeux, et j'ose vous rappeler que je travaille avec des institutions avec qui j'ai de très bonnes relations, mais avec qui je ne partage pas les mêmes acquaintances politiques. Donc d'autant plus qu'ils ont porté ce projet. Voilà. Et le front de mer, c'est un bon projet. Après, j'entends ce que vous voulez me dire. Je vais le dire à votre place, combien a coûté le personnel communal, combien a coûté l'essence, combien a coûté le temps. Mais bien sûr, le personnel communal, vous le noterez depuis 2014, pour moi qui l'ai embauché. Il est là.
Il existe. Il y a 50 ou 62 personnes qui travaillent au service technique. Voilà. Quand je suis, on n'a pas une comptabilité analytique sur le front de mer, mais on n'a pas ailleurs non plus. On n'a pas ailleurs non plus. Parce qu'on a à un moment une notion de service public par rapport au personnel qu'on a. Le personnel communal étant budgétisé, faisant partie de la commune, il travaille. Et je n'ai pas la prétention, mais je pense que je le fais travailler. En tout cas, on le fait travailler normalement et ils donnent des bons résultats. Et ils sont fiers de le faire. Et je les remercie d'avoir fait tout ce travail. Et la population me dit, eh c'est bien parce que le personnel communal participe et travaille au budget. Qu'est-ce que vous voulez? Que je ne fasse pas travailler sur le front de mer, que je ne fasse pas travailler les entreprises? Et qu'est-ce qu'ils auraient fait d'autre? Dans un moment, ils font partie de la ville, ils ont participé aux travaux du front de mer, comme ils participent aux travaux quand on refait les routes des vignes, comme ils participent aux travaux quand on a refait cette salle, qu'on a refait la peinture, comme ils participent aux travaux quand on fait des animations qui montent et qui descendent des estrades, comme ils participent aux travaux de la cantine, comme ils participent aux travaux des écoles, comme ils participent à tous les travaux, et tous les travaux ils sont présents. Moi qui viens de l'entreprise, j'ai jamais été fonctionnaire, c'est pas de qualité ni de défaut, c'est un fait. Moi, dans mon travail, on avait plus l'habitude de faire les comptabilités analytiques. Et si on ne les fait pas par rapport à des postes comme ça, pourquoi? Parce qu'on est sur une notion de service public. Et la notion de service public, elle est faite avec les personnels communaux qui font partie de la ville de Veneux-sur-Mer. Et ça, c'est ma vision des choses, mais c'est la vision qu'ont partagé toutes les communes. À part les grandes villes où ils ont des fiches de poste et c'est très différent, le fonctionnement n'est pas comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi demain je vais vous dire le maçon il a travaillé 35 heures de plus, ça a coûté tant, etc. Ça n'a coûté rien du tout parce qu'il était déjà dans le budget. C'était déjà dans le budget. Et cette année qu'ils n'ont pas fait le front de mer, ils ont fait autre chose. Et l'année prochaine, ils font autre chose. Et l'année avant du front de mer, ils faisaient autre chose. Voilà. Et quand on a un coup dur, ils sont là. Quand il y a une inondation, ils ont participé. Et on n'a pas fait de comptabilité analytique en disant on va nous l'aider, l'inondation nous a coûté tant. Voilà. Parce qu'à un moment, c'est la vision du service public que je partage avec les personnels et avec d'autres maires. Donc quand vous avez cette question en disant mais non, en vérité, c'est pas 3 millions, ça a coûté 3 millions 5 ou 4 millions, on va dire, vous n'êtes pas des congestionnaires, si on est des congestionnaires, parce qu'on a fait que personne qui était là. Parce qu'on a fait que personne qui était là. Voilà, ils sont là. Et qu'ils aient travaillé sur le front de mer ou ailleurs, ils ne travaillaient pas. Donc ils font partie du budget, ils font partie de la vie. Heureusement. Et je les en remercie. On n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord, parce que de toute façon, ils ont ce personnel compétent, c'est vrai, ils ont passé un certain temps, et un temps certain, sur cet espace-là. Pendant ce temps, ils n'étaient pas ailleurs. Et moi, je dis qu'ils ont passé, ils étaient très mobilisés, ils étaient un certain nombre, ils avaient du matériel, ils avaient des agents, ils avaient de tout. C'est vrai vous avez concentré le travail de ce personnel sur cet endroit-là, et on ne peut pas dire que ça, on peut pas dire que le front de mer a coûté 3 millions. Moi, quand tu dis ça, moi, je ne peux pas l'admettre. C'est tout, ouais, bon, c'est une vision, tu vois ta vie. Nous, on ne voit pas la vie. Charlie, on n'aurait pas fait le front de mer. Le personnel, tu l'avais, tu le payais, tu achetais le matériel pareil. Il existait, il était dans le compte. On n'a pas rajouté du personnel pour faire le front de mer. Que tu me dises ça, si j'avais embauché 20 types de plus, 20 ouvriers de plus pour travailler sur le front de mer en étant salarié en mairie, je l'entends. Mais ils y sont, les gens. Ils y sont. Ne me reprochez pas ça, enfin, je ne suis pas ça. C'est pas un reproche, c'est que, bon, on constate que ces gens, pendant ils ont passé du temps, énormément de temps sur cette... Ils ont passé encore d'ailleurs. Ils ont passé énormément de temps sur ce front de mer, et voilà, et pendant qu'ils étaient là, je répète, ils n'étaient pas ailleurs. Il y avait d'autres choses à faire aussi. Et ça n'a pas... Voilà, donc on les a concentrés là-dessus. Tu es maire, c'est toi qui prends les décisions, pas de problème. Non, mais, Charlie, quand tu dis que c'était pas ailleurs, moi depuis 2014, je n'ai pas l'impression, qu'on a fait l'impasse sur certains trucs. Pas du tout. J'ai l'impression qu'on a bien avancé, bien travaillé, on a fait avancer la ville, on a fait des travaux, on a continué à investir. On n'a pas fait que le front de mer. C'est pas vrai, on n'a pas fait que le front de mer. Quand on a fait la rue Pruneau, je ne vais pas citer toutes les rues qu'on a fait, j'aurai l'occasion de les citer, on a fait plein de choses, on n'a pas fait que l'impasse. Quand tu me dis ça, quand le personnel intervient après les inondations, je ne vais pas dire aux gens de Manus qui sont inondés, ça nous a coûté cher, regarde comment va coûter le personnel. Quand les vignerons, quand on arrange les routes des vignes, il y a des agents, il y a du personnel, on y passe du temps à arranger les routes des vignes.
on ne va pas dire au vigneron, rendez-vous compte combien on paie, alors que, et on pourrait le dire, alors qu'on est certainement la seule commune sur ce cru qui mettons tant de moyens et tant de personnel pour arranger les routes de l'arrière-pays. Quand les associations me disent on a besoin d'une salle, je ne leur dis pas combien a coûté le chauffage, combien a coûté le personnel pour arranger la salle et compagnie. Quand on fait la surveillance, tout ce qu'on fait, on ne l'analyse pas comme ça, parce que ça fait partie du fonctionnement de la ville. Ça a été un choix. Ça a été un choix. La ville de Bagnes-sur-Mer, si tu veux, la vraie question à se poser, elle est la suivante. Il y a des villes qui décident de ne pas avoir beaucoup de personnel communaux et donnent des choses à faire à des entreprises. Il y a des villes qui donnent le jardin à entretenir à des entreprises, il y a des villes qui n'ont pas de maçon, etc. Donc un petit fonctionnement et un gros investissement par entreprise. Ça n'a pas été le choix de la ville de Bagnes-sur-Mer, mais ce n'est pas de mon fait, même si je le revendique. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'est la faute aux autres. Mais la ville de Bagnes-sur-Mer est conçue comme ça. Il y a 50 personnes aux ateliers municipaux, il y a des tractopelles, il y a des camions, et tous ces gens-là, il faut les employer. Tous ces gens-là, ils font du travail. Cette année, ils vont participer certainement à la réfection des rues, des routes, des trottoirs. Ils vont participer. Je prends l'exemple de la cantine. La cantine, on va faire la cantine, elle va coûter 450 000 euros. Le personnel communal, il va prendre sa part. En vérité, la cantine, si tu me dis, il faut compter le personnel communal, elle coûtera plus cher. Certainement qu'elle coûtera plus cher. Est-ce qu'on pouvait se la payer comme ça? Non. Donc, le personnel communal fait partie des investissements. Quand on investit, quand les écoles me font toute une liste de travaux, il faut peindre, il faut ci, il faut faire l'électricité, il faut faire la peinture, on ne rechigne pas parce qu'on est capable de le faire. Et c'est bien. Et c'est bien. Et ça fait partie de la gestion de la ville. Ce qui est bon pour le reste, c'est bon pour le front de mer. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et ne sortez pas les choses sur le contexte, non, mais pour le front de mer, c'est à part. Je voudrais juste faire une remarque, c'est qu'au moment de la fête des vendanges, on nous dit qu'il y a du personnel qui est en place, c'est du temps du personnel, etc., etc. Et ça justifie un certain nombre de choses au niveau de la subvention de la fête des vendanges. Mais l'emploi de ce personnel pour le front de mer, là, ça ne compte pas. Alors je ne comprends pas pourquoi d'un côté ça compte et pas pour l'autre. Alors, pourquoi ça compte d'un côté et pas l'autre? Parce que, mais on va lancer un autre débat dans la fête des vendanges. Parce qu'à un moment, l'argumentation quand je l'emploie comme ça, ce n'est pas un reproche que je fais. C'est simplement une constatation. Parce qu'on me dit, c'est nous qui organise la fête des vendanges. C'est nous. Nous, on est les organisateurs. Mais la vérité, on donne une subvention et on donne de la main-d'œuvre. Et donc, quand je quantifie la main-d'œuvre, je dis non. Parce que dans votre budget, dans la participation qu'on fait, c'est nous qui sommes organisateurs de la fête des vendanges. Et ça, c'est un débat qu'on peut avoir. On ne va pas l'avoir au jour du budget, on peut l'avoir ailleurs. Mais ça, c'est une réalité. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas un reproche. Et juste pour vous dire quand même que pour la fête des vendanges, c'est du personnel qu'on met en dehors des heures de travail. Donc, c'est un coût supplémentaire. Non, mais c'est bien dit. Lors du front de mer, il y a bien eu du personnel municipal employé pendant certains week-ends parce que c'était en retard. Pardon? Lors du front de mer, il y a bien eu du personnel municipal qui a travaillé pendant certains week-ends. Non. Non, jamais. Non. Écoutez, non. Non, moi je n'ai pas de fiche de poste, ni de demande de récupération sur les travaux sur le front de mer le week-end. Pas. Non. Les entreprises ont travaillé, pas le personnel communal. Après, on peut parler de tout. Hein. On peut parler de tout. C'est bon pour tout le monde? Oui, une question pour revenir la dernière fois au front de mer. Est-ce qu'il aurait pu se faire sans les employés communaux financièrement? Mais il y a tellement de choses qui n'auraient pas pu se faire sans les employés communaux. C'était dans l'idéologie de travailler comme ça. Mais non, je ne peux pas entendre ça. C'est une question. Je vais te répondre à ta question. Est-ce que la commune pourrait marcher comme elle marche sans le personnel communal? La réponse c'est non. Parce que le personnel communal fait partie de la commune. Fait partie de la commune. Quand on investit 5 millions d'euros par an sur un budget communal avec 7 millions de budget de fonctionnement, c'est parce qu'il y a une part du personnel communal dedans, dans les investissements. Parce qu'on peut le porter. La ville de Bagnes-sur-Mer est qualifiée comme ça. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a des villes de pratiquement même importance légèrement en dessous. Nous avons 128 salariés. 128 salariés. Ce n'est pas de mon fait qu'ils sont là. Et tant mieux qu'ils soient là. Je le dis. Il y a des communes de même importance que nous qui ont 50, 60 salariés.
Donc, ils n'ont pas le même fonctionnement, donc on ne peut pas comparer le fonctionnement qui est calibré à 50 salariés par rapport à donner ça déjà. Donc, la totalité de la commune ne fonctionnerait pas comme ça. La salle du conseil municipal, quand j'ai demandé à Rémi aux équipes de la refaire, de la repeindre, elle a coûté 3 francs 6 sous. Mais en vérité, en fourniture, en vérité, elle a coûté des peintres qui sont venus, qui ont démonté, qui ont truc, des électriciens, etc. Et ça fait partie de la vie de la commune. Sinon, peut-être on ne l'aurait pas fait, ou on en aurait fait moins. Mais ça fait partie de la vie de la commune. Moi, je considère, et c'est juste un dernier mot par rapport à ça, peut-être ça expliquera bien. Moi, je considère que le personnel, ce n'est pas une charge, c'est un investissement. Quand on embauche un salarié, c'est un investissement qu'on fait. Donc, ce n'est pas une charge. Pour moi, ce n'est pas une charge. C'est un investissement. Parce que derrière, il y a de la production. C'est pour ça que la ville, elle est calibrée comme ça. Pour les productifs. Mais après, on peut considérer qu'ils ne sont pas productifs. Non, mais il y a ça, des c'est votre analyse. improductifs aussi. À mairie, il y a des improductifs. Ah bon, dites-moi, qui c'est qui est un productif en mairie? Tous les secrétaires, c'est considéré comme des... Ah, les secrétaires sont improductifs. C'est la classification du travail, c'est pas une... Donc, Elles elles ont bien fait de venir. produisent rien. C'est la classification normale du travail. Je ne peux pas accepter ça. Je peux pas accepter C'est la ça. classification. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Parce que, non, mais pas du tout. Non, pas du tout. Parce que je regrette. Quand on fait des projets, quand on obtient 600 000 euros de subvention, c'est pas Jean-Michel Solé qui fait les dossiers. C'est tout le staff, c'est le directeur général du service. Non, c'est le secrétaire, c'est le service comptabilité, et ils sont productifs. Arrêtez de me dire qu'ils sont pas productifs. Attendez, c'est la classification normale du travail. Moi, je travaillais dans la presse, j'étais journaliste, on me considérait comme improductif, mais par contre, le chef de pub était considéré comme productif. J'ai toujours gueulé contre ça, et c'est la classification normale du travail. Ça n'a aucun jugement de valeur. Non, vous jouez sur les mots, parce que je regrette, je n'ai pas entendu ça comme ça. J'ai bien compris, peut-être je suis un peu idiot, j'ai bien compris qu'à un moment on disait on est productif parce qu'on fait le front de mer et on coûte de l'argent, et les secrétaires sont productifs. Et ça, je trouve que c'est un drôle de jugement. Mais bon, c'est le vôtre. Non, c'est votre interprétation, ça n'a rien à voir. Mais écoutez, je laisse juger les gens qui regarderont, Dans mon boulot, je fais partie des improductifs. Ah, mais si tu te considères comme improductif, c'est ton truc. Moi, je ne considère pas Sophie, que j'aime beaucoup, que j'aime productif. Je crois que tu ne veux pas comprendre le président. Mais vous non plus, vous ne voulez pas comprendre sur le front de mer, on peut jouer à ça. Allez, n'en parlons plus. On va passer au vote du... Attendez, j'ai quand même une question. Oui. Sur cette fois, les recettes, section d'investissement, ligne 16, 750 000 euros, c'est un emprunt supplémentaire qu'on fait. On l'a annoncé à la commission. C'est pour profiter des taux qui sont bas, etc. Et puisqu'on parle des emprunts, je rappelle qu'avant cet emprunt, la commune s'est désendettée malgré les investissements qu'elle a fait. Donc la dette a baissé. Et qu'avec cet emprunt, la dette n'augmentera pas, ou en tout cas très légèrement, puisqu'il y a des emprunts qui vont venir à échéance, et que le dernier, on a fait que c'est le deuxième emprunt qu'on fait sur le mandat, puisque le dernier emprunt c'était un emprunt de 800 000 euros, et qui a été consommé au fur et à mesure des besoins. Et donc on est dans la même perspective, en sachant qu'on a un taux autour de 3. Donc ce sont des taux très intéressants. Et juste par rapport à l'endettement, pour que les choses soient bien claires, quand on regarde les ratios, l'espace national, on dit qu'une commune bien gérée met 8 ans pour éteindre sa dette. Quand elle est très bien gérée, elle met 6 ans pour éteindre sa dette. La ville de Vallée-sur-Marne met 4 ans pour éteindre sa dette. 4 ans. Donc on est une ville qui a des emprunts, qui travaille, qui investit, mais qui n'est pas une ville super endettée. Donc que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Et exactement, on fait un emprunt de 750 000 euros. C'est bon? C'est bon. Allez. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce budget? Qui s'abstiennent? Eh bien, je vous remercie. Je voudrais conclure ce vote en rendant hommage à l'ensemble des employés, qu'ils soient techniques, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient autres. Voilà, simplement. Et oui, personnel, je souhaite dire ça. Et je partage ça aussi parce que c'est parce qu'on réussit à faire un mandat avec du personnel, avec les gens qui nous entourent, et les élus, le personnel.
Allez, on va passer au... Pour information, je mettrai dans la boîte aux lettres de chacun la classification du travail. Comme ça, vous serez au courant. Je vous remercie de vous donner des leçons après que j'ai musicaux, franchement. Ah non, non, comme ça, vous serez au courant. Non, parce que franchement, on est 2 heures. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va passer au point 14, c'est le budget primitif du capital. Donc, concernant le budget primitif du camping, celui-ci s'élève en section de fonctionnement à 429 300 € et en section d'investissement à 201 100 €. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur le budget du camping? Non. Moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire, à part qu'on y fait beaucoup d'investissements et qu'on est en train d'essayer de booster ce camping. Et que là aussi, je remercie, je félicite les personnels du camping et je rajouterai qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Voilà, qui ont beaucoup progressé et qui ont pris ce camping à prendre le corps. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 15, c'est le budget primitif du port de plaisance. En section de fonctionnement, il s'élève à 635 000 € et en section d'investissement à 720 000 €. C'est le budget du port. C'est ça? Ok. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le budget du port? Moi, juste une ou deux questions concernant les dépenses de fonctionnement. On a doublé la consommation en eau et assainissement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des fuites. On me dit qu'il y a des fuites. Oui, il y a des fuites. Après, le port, il est dans l'état qu'il est. Oui. Et les frais d'actes et de contentieux, 9 000. Ça, c'est bouché. C'est l'affaire au boucher. Ok, d'accord. Vous vous rappelez qu'on avait passé un accord pour solder cet accord-là. Juste une précision par rapport au budget du port. Donc, il n'y a pas les emprunts dedans. Donc, il y aura certainement sur un conseil municipal une décision modificative du budget, puisque on sera amené à contracter un emprunt et à financer l'aménagement du port. Donc ça, on aura... Ça, c'est un cours d'année. Ah oui. Les travaux, donc, démarreront forcément cette année. Ah oui. D'accord, il n'y a rien qui figure sur le compte, donc vous allez le rajouter. Oui, on va faire une décision modificative, juste pour que les explications soient claires. Vous savez que nous avons eu, on a discuté longuement, une subvention à l'ADEME. Pour que cette subvention soit versée, il faut qu'on ait le montage financier en totalité qui soit fait au centime près. Pour faire ce montage financier, nous avons eu maintenant l'arrêté de subvention de la région qui est de, passez-moi les centimes, c'est 2 millions, autour de 2 100 000 €, hein, c'est paru dans la presse. Nous avons 1,8 million de subvention de l'ADEME et nous avons en DETR, par monsieur le préfet, 1,2 million. Voilà, donc c'est... et après le reste sera par emprunt et il restera à boucler quelques petites peu de subventions, le monde n'est pas là. Quelques petites subventions qui doivent encore, sur lesquelles on peut prétendre encore, notamment avec l'agence de l'eau et l'aire de carénage. Mais la subvention de la DETR, elle a été promise, on en a discuté longuement, chaque fois que je vois le préfet en parle, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, ce sont des gens de parole, les gens de dans l'instant. Mais elle n'a pas été encore écrite. Voilà. Donc on attend c'est pas un arrêté, c'est une notification de la subvention de la DTTM qui, je rappelle, sera faite en 3 ans, donc une fois cette année et répartie sur 3 ans. Voilà. Et donc, quand on aura ça, on a lancé une consultation pour les emprunts, puisqu'il va falloir qu'on ait le montant exact des emprunts et la durée, etc., et le taux, etc. Ça se passe très bien. Et à ce moment-là, on aura le budget qui sera complet et on aura le financement complet. Et donc, à ce moment-là, on prendra une décision modificative pour l'intégrer dans le budget du port et on pourra faire débloquer la subvention de la ville. Voilà. C'est pour ça que pour l'instant, on n'en est pas là. Mais on est tenu d'avoir ce budget bouclé avant la fin de l'année. Sinon, on perdra la subvention de l'année. Donc, on ne peut pas faire autrement.
Et puis bon, c'est souhaitable maintenant qu'on commence ces travaux. Il y a des personnes qui sont contre ce budget, qui s'abstiennent. Je vous remercie. Donc, tableau 16, c'est tableau de proposition d'attribution de subventions municipales aux associations. J'ai oublié quelque chose, non? Année 2019. Vous l'avez en annexe. Est-ce que j'ai des commentaires, je suppose? Pardon? Alors, je vais vous dire quelque chose quand même, parce que je ne veux pas que ça reste dans l'air comme ça. J'ai déplacé la date de la réunion de l'attribution de subventions d'association, parce qu'il y avait une réunion à la communauté des communes pour parler des ordures ménagères, et avec le Cibeton. Et donc, j'ai déplacé les deux rendez-vous sur mon portable, et j'ai fait une fausse manœuvre. Je suis très sincère, je vous dis. Et donc, j'ai annulé les deux réunions, et je n'ai pas remis celle de subvention. Ce qui fait que, de celle de la ordures ménagères. C'est-à-dire que, donc, mes secrétaires, un commentaire, qui ont pris des rendez-vous, et c'est vrai que le chemin faisant, une chose ou une autre, ça m'a un peu sorti de la tête. Et comme je l'avais pu marquer, je ne suis pas allé à la réunion des ordures ménagères. Voilà. Je le dis parce que c'est un manqué de ma part. Je suis très honteux, mais c'est comme ça. Je ne vais pas faire tout bien. Ce qui est justifié ou injustifié, une remarque Oui, de la part d'un délégué. est justifié parce que Malvenu. enfin, bon, peu importe, mais est justifié parce que autant moi je fais mon mea culpa et très franchement, tapis, je suis très ils n'étaient que deux maires. Oui. Donc on peut me reprocher ce qu'on veut. Il y en avait 13, un maire et un adjoint. Donc il y avait que 13 communes qui n'étaient pas représentées. Mais la réunion aura lieu au mois de mai. J'ai vu le président pour ça et j'irai. Et je tenais particulièrement à y aller parce que autant j'ai des bonnes relations, je me plais beaucoup dans cette communauté des communes, autant s'il y a un point sur lequel je râle tout le temps, je pense que ça a été dit aussi quand j'étais parti, c'est que je ne suis pas satisfait du tout, notamment pendant la période estivale, du nettoyage des conteneurs, du nettoyage des bacs où on appelle ça des bacs où on concentre les ordures ménagères. Je ne suis pas content du cadencement, je ne suis pas content quand je vois qu'on ne vient pas ramasser les verres. Et je trouve qu'on a une grande marge de manœuvre pour progresser, parce qu'on dit qu'il faut trier. Je rappelle juste deux chiffres. L'ordure ménagère, c'est 170 € la tonne, complet. Le carton, on ne le paie pas, et le verre, on a un petit peu quelque chose, pratiquement rien. Or, si chacun prend, moi chez moi je le fais, on a trois poubelles, verres, les ordures ménagères et les cartons, déchets, etc., etc. On descend 2 fois les cartons et une seule fois les ordures ménagères. Donc ça veut dire que quand l'organisation est faite à l'ancienne, où on triait beaucoup moins, où il y a un conteneur jaune, un conteneur vert, un conteneur d'ordures ménagères et un seul conteneur jaune pour les cartons, ça fonctionne pas. Et quand les gens arrivent ici, que c'est plein, eh bien, ils mettent les cartons, les ordures ménagères, etc. Quand le conteneur à verre est plein, ils mettent une bouteille dans les ordures ménagères. C'est 400 grammes, multiplié par je ne sais pas combien. C'est des prestations qu'on paie, alors qu'on devrait en avoir un petit peu. Voilà. Et tout ça, je pense qu'il y a une vraie organisation et il faut absolument qu'on y travaille. Donc, je ne suis pas content. Je voulais aller dire tout ça, je le dis déjà depuis un moment, et je voulais prêcher ça. Voilà. Donc, sachez-le, je suis désolé d'avoir changé la date, surtout pour ne pas pouvoir aller à une réunion, parce que ça aurait été bénéfique si vous pouvez. Voilà. Sachez-le, et si on vous le dit, c'est une vérité, j'y suis pareil, je suis désolé. Voilà. Le point 17, c'est. Il faut voter, pardon. Ah non, alors, il n'y a pas de commentaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Demande d'actualisation sur classement démographique de la commune de Bagnols-sur-Mer. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la commune de Bagnols a été classée station de tourisme par décret du 19 janvier 2018. Ce classement est l'acte par lequel les pouvoirs publics reconnaissent les efforts accomplis par la collectivité
pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d'excellence. Le classement en station de tourisme offre la possibilité d'avoir un surclassement démographique mentionné dans le Code du tourisme, complété par un décret de 1999. Le surclassement correspond à la population permanente majorée de la population touristique moyenne. La population touristique moyenne est calculée selon des critères de capacité d'accueil affectés d'un coefficient précisé par le décret du 6 juillet 1999. Monsieur le maire rappelle que la commune est actuellement classée dans la strate démographique 10 000 20 000 habitants par arrêté préfectoral du 9 mars 2000. Depuis, elle a connu un accroissement régulier de sa population et un fort développement de sa capacité d'accueil touristique, que ce soit au niveau des résidences secondaires que des autres types d'hébergements. Cela a donc généré un accroissement important de la population touristique. Il est donc rappelé que le surclassement permet de faire valoir auprès des services de l'État et services assimilés la nécessité du maintien de services publics dimensionnés à l'échelle de la population accueillie. On parle notamment des services de sécurité et de transport. Sur la base des chiffres connus par l'Office du tourisme, la capacité d'accueil de la commune au 31 décembre 2018 s'élève, en ajoutant la population permanente, à 21 071 habitants. Donc, vu le dernier recensement, le classement actuel de la commune, le décret, le nombre de logements et le PLU, l'agenda 21, considérant que le seuil de 20 000 habitants a été dépassé, le surclassement de la commune dans la strate 20 000 40 000 est donc possible et doit faire l'objet d'une demande auprès de Monsieur le Préfet. Le Conseil est donc invité à solliciter Monsieur le Préfet pour demander le surclassement démographique dans la strate 20 000 40 000 habitants et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer les démarches nécessaires en vue de ce surclassement. Juste une question, est-ce que le fait de passer dans la strate supplémentaire, je vois les intérêts que ça peut avoir, mais est-ce que ça peut avoir des désavantages en termes de taux d'imposition, en termes de dotation justement rurale, etc. Parce qu'au contraire, c'est une reconnaissance et ça nous permettra peut-être d'avoir un peu plus de DGF, j'espère. Et voilà. Parce que quand on a une sur-mer, en plus de la population, on a par exemple, quand je crois que c'est 7 000 hectares, plus 7 500 hectares, on a une commune qui est très grande. Et tout à l'heure, j'étais avec le maire de Saverne, c'est 800 hectares. Je veux dire, la proportion. On a beaucoup de routes de chemins communaux, donc ce serait bien si on peut être surclassé ou en tout cas classé à ce niveau-là. D'autres communes l'ont demandé, l'ont obtenu. C'est pour ça que quand j'ai vu que d'autres pouvaient l'avoir, j'ai demandé au service et à M. DGF de travailler là-dessus. Et bon, le résultat, on va le demander, on verra bien. À la place au coup-ci, on le donnera au fur et à mesure de l'évolution. J'espère bien qu'on va. On va pas obliger la commune à faire certains investissements quand on va passer à une certaine tranche. Non, non. De toute façon, la seule tranche qui est un peu une tranche, pas pour pleurer, mais bon, qui nous demandera de plus d'investissement, c'est si on a fait plus de 7 000 habitants, on sera obligé de faire une voyage, choses comme ça. Je rappelle que la ville de Sur-Mer est la seule ville des 4 communes de la côte à avoir une démographie à la hausse. Voilà, on a gagné 2 points d'habitants depuis les années 500. C'est une bonne chose. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de résidences secondaires. Ah oui, et encore, on résiste. On n'est pas les plus mal lotis. 2500. On est à peu près 50%. On est à 50%, légèrement peut-être au-dessus de 50%. Je crois que là, des communes voisines, ils sont à 30% de dépenses principales. Depuis 2001, et augmente. Durant notre mandat, je pense que ça a augmenté de 2,6, ce n'est rien. Mais ça représente autour de 90 personnes. C'est ça. Et c'est bien. Oui, c'est bien. Dans tous les C'est mandats. un signe de bonne santé que la communauté active. C'est une bonne chose. Et c'est bien parce qu'il y a les écoles, les services publics, etc. C'est une bonne chose. La politique, ce n'est pas d'un accroissement spectaculaire de la population. Et on n'aura jamais des accroissements comme les villes couronnes d'agglomération. Mais bon, si on progresse, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Est-ce que les personnes veulent intervenir encore? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre?
s'abstiennent. Je vous remercie. Alors, point 18, c'est délégation d'un délégué au sein de l'Assemblée syndicale de l'Union départementale scolaire et de l'intérêt social. Je rappelle, c'est un délégué suppléant. Donc, conformément à l'article 7 des statuts de l'UXIS, il doit procéder au renouvellement de la composition de ces différentes instances. La commune étant membre du syndicat, le maire est de facto membre de cette assemblée. Cependant, un représentant supplémentaire devra être désigné par la commune pour faire partie du collège des représentants supplémentaires. Le conseil est donc invité à désigner ce représentant afin de siéger à l'assemblée syndicale de l'UXIS. Commentaire. Je vous ai envoyé un mail Ça, je vous passe la parole. en expliquant que, étant donné que c'est un sujet qui me tient à cœur, je me présentais, soyons fous, étant donné que ça fait 14 ans que je suis parent d'élèves élus, je suis membre des commissions départementales de l'éducation nationale et de la nouvelle commission des transports scolaires qui vient d'être créée par la région. Voilà, ça fait partie, je pense, de mes compétences. Votre candidature est arrivée tardivement. Et donc, nous avions, moi j'ai le mail du mercredi 10, nous avions, cherché un délégué dont nous avions à proposer Marie-Jo, qui s'occupe déjà du social, des écoles et qui participe à la vie scolaire bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'on passe à un vote à main levée, à bulletin secret? Je vous écoute. On peut faire un vote à main levée, hein, ça vaut la peine de faire un truc à bulletin secret. Hein. Il n'y a rien de secret. Mais ce que je dis, c'est très sincèrement. Donc voilà, Madame Marie-Jo a été désignée. Donc est-ce qu'il sait qui va voter pour ce que je pense? On va en parler. Moi, je vote pour moi. Moi, je vote pour moi, on vote pour vous, voilà. Bien sûr. Pardon? Je vote pour. Pas de problème. Et qui c'est qui vote pour Marie-Jo? Et de ma famille, je suis obligé. Le point 19, c'est surveillance immédiate de saison estivale 2019, convention entre la commune et les services départementaux incendie et secours. Afin d'organiser la surveillance des baignades et des activités nautiques durant la saison estivale, il y a lieu d'autoriser le maire à signer la convention, comme on fait chaque année, avec le SDIS. Rien de particulier. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Je suppose que tout le monde sera d'accord pour qu'on fasse surveiller nos plages par les pompiers. Personne qui s'abstient? Contre? Merci. Point 20, c'est motion pour la ouverture de la ligne ferroviaire Perpignan-Villefranche-Conflans. Monsieur le maire présente à l'Assemblée la motion liée à la fermeture au trafic ferroviaire de la ligne SNCF Perpignan-Villefranche depuis le 14 décembre 2017, à la suite du dramatique accident de Mias et de l'enquête judiciaire qui a été ouverte. Si l'enquête judiciaire exige de nombreux actes d'instruction, cette fermeture, qui dure maintenant depuis plus de 14 mois, porte fortement préjudice au territoire en ne répondant plus aux besoins de mobilité quotidienne des habitants. Au-delà des trajets domicile-travail, la ligne ferroviaire constitue un axe touristique majeur dont l'arrêt obère les capacités supplémentaires de développement de la plaine, du Conflans et de la Cerdagne. Monsieur le maire demande au Conseil de voter la motion pour la réouverture de la ligne ferroviaire Perpignan-Villefranche, le plus rapidement possible. Des commentaires? Vous êtes d'accord avec cette motion, je suppose? Point 21, c'est communiquer les communes Albert, Côte-Vermeille et Véris, rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et la gestion au titre de l'exercice 2012. Donc, le rapport d'observation définitif portant sur le contrôle des comptes de la gestion de la communauté de communes au titre des exercices 2012 et suivants a été adressé par la Chambre régionale des comptes au président de l'établissement, qui l'a présenté à son organe délibérant le 1er mars dernier.
Dès lors, en application des dispositions de l'article L 243.8 du Code des juridictions financières, la Chambre régionale des comptes est amenée à adresser ce document aux maires de toutes les communes membres de l'établissement public. C'est ce qui a été fait le 11 mars dernier. Il appartient au Conseil de débattre du contenu de ce document conformément à la réglementation. Est-ce que vous voulez débattre sur ce document? Pas de commentaire particulier. Il n'y a pas de vote. Le point 22, c'est modification des tableaux effectifs, donc on y vient suite à la... Il s'agit de la promotion de 3 agents en grade d'agent de maîtrise sur le tableau des effectifs de la commune. C'est la vie normale d'une commune, des gens qui progressent dans leur carrière. Je suppose que vous êtes d'accord pour qu'on puisse modifier ce tableau des effectifs. Je rappelle, et je le précise bien que je dois faire pour tout le monde, il n'y a pas d'embauche. On n'a pas embauché le personnel depuis que nous sommes début, à mon grand désespoir, mais on était déjà, comme je l'expliquais, en sureffectif. Déclaration d'intention d'avenir, je suppose que vous avez lu tout ça. Ce sont un peu les appartements, il n'y a rien de particulier. Est-ce que dans les questions diverses, vous voulez intervenir? Pour ce qui me concerne, j'ai 3 petites remarques à effectuer. Elles peuvent peut-être paraître anodines, mais à mes yeux et aux yeux de certaines familles, elles ne le sont pas. Une précédente municipalité avait instauré une sorte de tradition, de règlement, qui disait que lorsqu'il y avait un décès dans Valmousse, le maire ou un adjoint était tenu d'y aller. Un maire ne peut pas être à toutes les obsèques. Mais un adjoint peut être délégué. Or, en l'espace de 2 mois et demi, à 5 obsèques, la mairie était absente. Aux yeux des familles, c'est un réconfort que de voir un élu responsable être présent. Donc voilà, si on pouvait revenir à cette sorte de tradition, ce serait pas mal, pour les familles. Parce que je sais que dans les circonstances difficiles, que toutes les familles connaissent malheureusement un jour, bien la présence de quelqu'un qui représente, qui est représentatif de la commune, quand c'est quelqu'un qui est de la commune ou d'ailleurs qui est enterré ici, je pense qu'il faudrait y être. Voilà, tout simplement. Deuxièmement, on avait aussi instauré la chose suivante. Lorsque les obsèques, la cérémonie a lieu à l'église, la sortie se fait devant l'église, il y a souvent, et très souvent, heureusement, beaucoup de monde, ça déborde sur la route, et la circulation continue. Et le locuteur, celui qui est chargé de faire le funèbre, mais doit parfois attendre qu'un camion soit passé pour reprendre les phrases. Et le cas où M. Olivet est décédé, le micro ne marchait pas, le locuteur qui était patient, qui avait une voix plus forte pour la circonstance, a fait quand même ceci. Donc je suggère de revenir à ce qui se faisait avant. Lorsque les gens sortent de l'église, dévier les voitures dans la rue de Pidelmas, par la rue du Gommier, ça ne prend que 5-10 minutes. Un garde pour être là, comme ça se faisait autrefois, et les dévier, ils passent ensuite devant le marché, sortent par l'étoile, et ça évite le danger possible des voitures qui passent, pas que les voitures, d'autres choses. Voilà, ça peut paraître anodin, mais pour moi ça ne l'est pas. Et enfin, la troisième remarque qui est peut-être, là il y a une exposition, une belle exposition. La porte est ouverte. N'importe qui en ce moment précis peut rentrer, se servir et partir avec un tableau. Donc je suggère que pendant la réunion, s'il y a une exposition, peut-être un garde pourrait être détaché, ou pour être ici, ou pour être dans le hall, parce que la responsabilité incomberait au maire, s'il y a un vol. Donc ce ne sont que des petites remarques, mais qui ont peut-être une certaine importance. Moi je partage votre avis. Quand je peux me libérer, je vais aux obsèques, parce que vous avez dû le noter. Et quand je peux faire la visite aux familles, je le fais.
Après, c'est des fois un peu compliqué parce que Mais je sais. les familles ne sont pas. Des fois, les familles ne sont pas disponibles, etc. Mais j'y vais. C'est vrai qu'après, moi je ne suis pas de ceux qui obligent les gens à les internats. Et c'est vrai que la remarque est pertinente. En ce qui concerne la déviation de l'avenue Puy-Delmas, ça s'est fait pendant. Je crois que ça fait 6 mois que ça ne se fait plus, ou 1 an que ça ne se fait plus. Je donnerai des instructions à ce sujet parce que je pense que ça peut être dangereux. Et puis, il y a un moment de solennalité, quand on fait une instruction ou quand on remercie les gens et les familles, je pense que c'est important. Après, bon, pour le garde, on a plus de gardes qui viennent au conseil municipal parce qu'on s'est équipé de micros. Avant, ils venaient juste passer. Service, hein? Oui, Juste pour faire des expositions. Et après, très franchement, autant j'ai connu tous les conseils municipaux qui étaient un peu tendus que celui-ci. Les gens sont apaisés. Et je pense qu'il n'y a pas même de garde pour nous séparer. On ne se battra pas. On ne lèvera pas trop le ton. Je n'expulserai personne de la salle. Et les choses se passeront bien. Non, mais j'ai entendu. Mais je vous dis, on a arrêté les gardes parce que bon. En moment, faire travailler quelqu'un pendant 3 heures ou 4 heures, sans que ça ne se passe, on ne va pas juger opportun, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait attention à l'histoire d'exposition, peut-être fermer la porte quand on verra. Fermer la porte quand on est avec. C'est des couleurs qui regardent la vidéo. S'il vous plaît, J'ai des obligations. J'accompagne très souvent monsieur le maire aux obsèques. Oui. Et les fois où je ne suis pas allée, c'est parce que pendant 2 mois j'ai été malade. Non, mais tu dis, il n'y a pas que toi, comment tu veux. Non, mais il a été tout seul souvent. Mais je ne dis pas que c'est une obligation, je dis que ce serait bien. Et les familles apprécient la présence. C'est bien. Je le sais, c'est pour ça que je l'accompagne souvent. Quand je peux. Mais il n'y a aucune obligation, c'est une normal. Non, il n'y a pas d'obligation, vous avez raison. Mais moi je partage ce que vous dites et je l'attends. Après, moi je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire un enterrement si les gens n'ont pas vu l'enterrement. Voilà. C'est un peu compliqué à gérer. Vous avez noté que même si on a une certaine cohésion dans notre équipe, je ne donne pas des consignes de vote fermes et définitives, chacun vote ce qu'il veut. Donc autant je suis dans cette position, mais je comprends. Je ne suis pas de ceux qui dira toi tu iras à l'enterrement et voilà, je ne le fais pas. Je sais que d'autres maires l'ont fait, je ne dis pas vous, d'autres maires l'ont fait, de donner des consignes strictes, et je l'ai eu, moi avec lui aussi. Donc, je sais de quoi je parle. Je me suis toujours refusé à faire d'obliger les gens. Mais je suis d'accord avec vous, et autant que faire se peut, moi j'y vais, j'essaie de faire une visite chez les gens et de faire toujours un petit mot sympathique pour là je ne peux pas y aller, excusez. Mais c'est vrai, c'est un moment difficile à faire. J'ai eu 2 questions qui m'ont été posées. Oui. Je suppose que je n'ai pas été la seule à recevoir un courrier d'une artiste Vaniminck, Madame Suroka, qui faisait une remarque que j'ai trouvée très judicieuse pour expliquer un peu ce que c'était que l'action enchaînée. Donc je voulais savoir quelle était votre position sur le sujet, parce que c'est vrai que moi, à la lecture de sa lettre, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont éclairé sur cette statut, donc je trouve que ça serait assez intéressant pour l'ensemble de la population. Alors il y a 2 choses. La première chose, c'est que nous ne sommes pas propriétaires de cette œuvre, et que même si nous étions propriétaires de cette œuvre, il y a des droits moraux qui sont faits par les ayants droit. Donc je ne peux pas m'amuser à écrire n'importe quoi sur une statue. Je ne dis pas que c'est n'importe quoi, mais je ne peux pas m'amuser à écrire un texte. La statue, c'est à côté. Oui, mais je ne peux pas le faire. Voilà. Il y a des conditions qui font que voilà, donc je ne peux pas le faire à la décider tout seul. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé le texte un peu révolutionnaire. Donc, ça, ce n'est qu'une vision tout à fait personnelle et un peu politique. Donc, je trouve que là, on n'a pas grand-chose à faire avec la politique. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Et cette lettre, je la soumettrai à M. Lorquet. Voilà. Mais je pense qu'on a un devoir de communication et de partenariat avec les droits qui jusqu'à présent a été je ne vais pas dire généreux, mais qui a été généreux et qui a été reçu. Deuxième question qui m'a été posée aujourd'hui. On continue à mettre des douches sur les plages. On m'a posé la question, donc je pose la question. Comme ça,
ça a été supprimé à Alors, vous savez Saint-Cyprien et que maintenant c'est supprimé aussi à Argelès, je posais la question. Alors, il y a toujours les deux versions. Hein. Il y a qui me disent il n'y a pas assez de douches, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a des gens qui me disent il faut plus mettre de douche. Voilà, pour l'instant, on a décidé de continuer comme on continue. La consommation d'eau, elle n'est pas si effrayante que ça. Je crois qu'on avait chiffré. Oui, On avait chiffré ça. 1000 €. 5 000 euros. Je crois qu'on avait chiffré la consommation autour de 5 000 €, c'est ça, je ne me dis, mais je n'ai pas le chiffre précis, mais Guy avait regardé la consommation. On a fait relever pendant tout l'été, on a regardé les consommations sur chaque douche. Bien qu'il y en a certaines alimentations qui ne desservent pas que la douche, donc il fallait faire une règle de 3. Donc on est arrivé sur une consommation à peu près de 5 000 € pour tout l'été. Mais en termes de litrage, Il faut diviser par le prix de l'eau. C'est à peu près 4 € le. Ouais. Ouais. Voilà, donc ça ne nous a pas paru. Moi j'avoue que mon cœur balance entre les deux. Très franchement, j'aurais tendance à penser qu'il faut faire des économies d'eau et que l'eau est précieuse, je le lis un peu à droite à gauche. J'ai tendance à penser aussi que par les temps qui courent, c'est très démagogue, mais bon, ça c'est une annonce qui est courageuse ou pas. Mais voilà. c'était fait à Saint-Cyprien l'année dernière, non, c'est pour ça. Oui. Et c'est fait cette année à Argelès, c'est pas Après, il y a plusieurs choses. Voilà, pour 5 000 €, nous, même si ce n'est pas que de l'argent qui compte, il y a du litrage. Moi, ça savait que c'était peut-être un service qu'on offrait à notre clientèle et même à la population, parce qu'il y a des jeunes banous. La difficulté, c'est plutôt l'emploi effectivement des savons, des shampoings, etc. Mais ça sort, je pense qu'il que sur chaque douche pour un peu sensibiliser les gens, mais bon, c'est le premier pas. Mais la tendance est là. Hein. La tendance, elle est là, à supprimer les douches à faire. Elle est là. Voilà, d'autres interventions. Écoutez, je vous remercie. Et aux prochaines visites. S'il n'y a pas de douche.